En Centrafrique, le premier gouvernement depuis l'élection du président Faustin-Archange Touadéra a été formé. Début du référendum sur le statut administratif du Darfour, une consultation boycottée par les groupes rebelles. Et puis Tunis accueille ce mardi une conférence internationale pour la Libye. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. En Centrafrique, le premier gouvernement depuis l'élection du président Faustin-Archange Touadéra a été formé. L'annonce a été faite ce lundi par le nouveau Premier ministre centrafricain Mathieu Simplice Sarandji. Selon un décret officiel lu à la radio nationale, le nouveau cabinet compte 23 membres, parmi lesquels 3 candidats malheureux à la présidentielle qui s'étaient ralliés à Faustin-Archange Touadéra, élu au deuxième tour le 14 février dernier. Aucune personnalité issue des rangs des milices majoritairement chrétiennes anti-Balaka ou des ex-rebelles à dominante musulmane de la Séléka qui ont mis le pays à feu et à sang entre 2013 et 2015 ne participe à ce gouvernement. Pour mémoire, 3 ans de violence ont ravagé l'économie de la Centrafrique et ont profondément déstabilisé le pays, un des plus pauvres au monde. Les habitants du Darfour ont commencé ce lundi à voter dans le cadre d'un référendum sur le statut administratif de cette région troublée du Soudan. Une consultation boycottée par les groupes rebelles et critiquée à l'étranger. Malgré la persistance des combats au Darfour, le président soudanais Omar El-Béchir avait souhaité le maintien de cette consultation populaire. Ainsi, les électeurs doivent décider s'ils veulent conserver l'organisation administrative actuelle du Darfour, divisée en 5 États ou les fusionner en une seule et même région. La première option est soutenue par le président Omar El-Béchir, mais critiquée par les observateurs qui affirment qu'elle renforce encore davantage le contrôle du pouvoir sur cette région d'environ 500 000 km², dont le sous-sol recèle d'importantes richesses, dont le pétrole, l'uranium et le cuivre. Les insurgés soutiennent que les combats ne sont pas propices à l'organisation d'une consultation. Les États-Unis ont pour leur part estimé que le référendum au Darfour ne pouvait pas être considéré comme une expression crédible de la volonté du peuple du Darfour. La différence entre les États est trop grande pour qu'on puisse les combiner en un seul État. C'est pourquoi nous estimons que l'option des États est meilleure. Je suis venu pour le premier jour du vote et je vote pour les 5 États pour garantir l'avenir de nos enfants et pour que nous puissions vivre en paix et dans la sécurité et l'indépendance. Le Darfour, où vivent de nombreux groupes ethniques, formait une région unique jusqu'en 1994, date à laquelle le gouvernement l'a divisé en 3 États, Darfour Nord, Sud et Ouest. 2 États supplémentaires ont été créés en 2012. En 2003, des groupes armés d'origine non arabe, estimant que leur région était marginalisée par Khartoum, ont lancé une rébellion. Le conflit a fait 300 000 morts selon l'ONU, 10 000 selon Khartoum et plus d'1 million de déplacés. Les violences s'y poursuivent, mais à une moindre échelle. Notons que le président soudanais est depuis mars 2009 sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour et depuis juillet 2010 pour génocide. En République démocratique du Congo, le facilitateur de l'Union africaine pour le dialogue national dans le pays, Edem Kodjo, a estimé ce lundi à Kinshasa que le respect du délai constitutionnel était un problème pesant sur l'organisation de la présidentielle censée avoir lieu avant la fin de l'année. Vendredi, le gouvernement congolais a accusé l'ONU et l'opposition au président Joseph Kabila de faire preuve d'irresponsabilité
en continuant d'appeler à la tenue de la présidentielle avant la fin de l'année. Le 30 mars dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, en votant une nouvelle résolution sur ce pays. Fin novembre, le président Joseph Kabila a annoncé son intention de convoquer un dialogue national inclusif destiné à permettre un consensus sur le calendrier électoral et le financement des élections. Mais 5 mois plus tard, le projet est au point mort. On reste en République démocratique du Congo où le G7, le groupe des 7 partis politiques exclus de la majorité présidentielle, adopte la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse qu'ils ont tenu ce week-end à Kinshasa. Occasion pour la plateforme de l'opposition de rejeter le dialogue convoqué par le président Joseph Kabila. Un dialogue jugé extra-constitutionnel et sans objet. Aujourd'hui, on travaille non-stop. Devant la presse réunie à son siège, le G7 fixe l'opinion. Le groupe des partis politiques exclus de la majorité présidentielle salue la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une occasion pour cette plateforme de dénoncer les violations et atteintes aux libertés garanties dans la Constitution. Des faits que le G7 impute à la majorité présidentielle au moment où le pouvoir semble vouloir faire fi de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Résolution que le groupe des 7 adopte mais refuse pourtant le dialogue format Kabila. Le G7 réaffirme son rejet catégorique du dialogue national convoqué par le président de la République car sans objet et extra-constitutionnel. Au sujet de la désignation du facilitateur du dialogue, le groupe des 7 accorde peu de chance à Edem Kojo. Selon le G7, la mission pourrait aboutir si elle s'intègre dans la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Le G7 espère que M. Edem Kojo ne vient pas ici pour remettre en cause la résolution 2277 du Conseil de sécurité, ni pour aider la majorité présidentielle actuelle à créer une nouvelle légitimité extra-constitutionnelle, ni pour cautionner l'organisation d'une énième transition qui durerait 3 ou 4 ans, encore moins, pour transformer la grand-messe voulue par la majorité présidentielle en assemblée constituante qui élaborerait une nouvelle constitution et instituerait un nouvel ordre politique sur le modèle de la Deuxième République. Le G7 évite toute polémique comme ceux qui considèrent comme création des créatures, époque révolue en République démocratique du Congo. En Zambie, Geoffroy Mwamba, un haut responsable de l'opposition, est appelé à comparaître ce lundi devant un tribunal à Lusaka pour incitation à la violence. Mais ce dernier dénonce la persécution politique dont il se dit victime. Je vous propose de le suivre, de même que quelques-uns des supporters de l'UNPD. Ceci est de la persécution politique, comme vous le savez tous. Tout le pays le sait. Mais que puis-je faire? Comme le président l'a déjà dit, je pense que c'est un revers temporaire. C'est juste une question de quelques mois. Dans 4 mois et 16 jours, ils ne seront plus au pouvoir. Je suis sûr que la ligne a été tracée. Les Zambiens ont dit qu'ils ne veulent pas de ce gouvernement inapte. Le gouvernement n'est pas juste avec l'opposition. Il y a trop d'intimidation sur l'opposition. Les partis d'opposition n'ont aucune liberté de mouvement, aucune liberté d'association. Hier, j'ai été très déçu lorsque le ministre de l'Intérieur, Davis Mwila, a dit qu'il n'y avait rien de mal avec cette vidéo qui est devenue virale et qui montrait comment la police battait un jeune homme. Enfin, la police n'était pas seulement en train de battre le jeune homme, mais presque en train de le tuer. Et ensuite, il dit qu'il n'y a rien de mal. C'est à se demander où va notre...
Le roi Salman d'Arabie Saoudite a achevé ce lundi une visite en Égypte ponctuée par des promesses d'investissement faramineux. Un soutien appuyé au président Abdel Fattah al-Sisi qui dirige d'une main de fer le peuple le plus peuplé et l'un des mieux armés des pays arabes. Une visite de 5 jours qui intervient au moment où l'Arabie Saoudite est engagée dans un bras de fer sans précédent avec un autre poids lourd de la région, l'Iran, pour conserver son influence au Moyen-Orient. Pour Riyad, le Caire est donc un allié stratégique, surtout au moment où les deux pays sont résolument engagés dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique qui sévissent en Irak et en Syrie, mais ont multiplié les attentats meurtriers contre les forces de sécurité en Égypte et revendiquer des attaques en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a réalisé le besoin d'unifier les différentes positions pour trouver une solution pratique à ce phénomène et la coalition militaire islamique a été formée. Nous travaillons ensemble pour former la force militaire conjointe arabe. L'Égypte et l'Arabie Saoudite devraient être les principaux acteurs de cette armée arabe. Durant cette visite, l'Égypte a cédé à Riyad les îles de Tiran et de Sanafir, situées à la pointe sud de la péninsule du Sinaï. Une visite achevée avec une cérémonie à l'université du Caire, au cours de laquelle le roi Salman a reçu un doctorat honoris causa. J'apprécie énormément de recevoir ce doctorat de votre prestigieuse université. C'est un honneur pour moi, pour mon pays et pour le peuple saoudien. Les deux pays ont également annoncé la création d'un fonds d'investissement doté d'un capital de 60 milliards de rials saoudiens, soit 16 milliards de dollars. Et puis en Tunisie, des responsables d'organisations internationales et régionales et des représentants de pays arabes et occidentaux se réuniront ce mardi à Tunis. L'objectif de cette réunion est de permettre au gouvernement d'union nationale de définir ses objectifs et ses priorités grâce au soutien international. C'est du moins ce qu'a annoncé ce dimanche le ministère tunisien des Affaires étrangères dans un communiqué. Pour rappel, un gouvernement d'union nationale formé sous l'égide de l'ONU et soutenu par la communauté internationale s'est installé fin mars à Tripoli et a depuis réussi à obtenir le soutien de plusieurs institutions du pays, dont la Banque centrale, mais n'a pas encore assis son pouvoir dans tout le pays. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente journée.